Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Entre l'Angleterre et la France, vous avez vécu la naissance et l'apogée de stars entrées dans la légende. À la fois chanteur et acteur, vous menez ce que vous appelez une carrière hybride. Hybride, c'est dire si vous êtes dans l'air du temps avec les voitures aujourd'hui. Bonjour Murray Head. Ouais, c'est vrai, je n'utilise plus l'essence et je me mets des chocs électriques pour exister, c'est vrai. Vous avez quand même eu une carrière super qu'on va évoquer. Merci. À travers des dates clés. À l'occasion de votre retour sur scène à Paris et en tournée, on va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, ce sont des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement. Le 12 juillet 62, c'est le premier concert officiel de ce groupe. C'est officiel. Oui, parce qu'au Marking Moon, qui est un club londonien, mais il se trouve que quelques temps avant, vous avez été le premier à voir les Rolling Stones, Murray Head, Ouais. dans un club de Londres. À Richmond, Ouais. à Richmond Station, à côté du station de Richmond. Et ils avaient comme manager, ils avaient un mec qui s'appelait Giorgio Gomelski, qui était suisse, qui était, et je me souviens bien parce que je suis allé les voir, comme j'allais tous les dimanches ou samedis, je me rappelle plus. Mais il est venu après et il y avait une quarantaine de gens dans la salle. Il a dit, I think you have to give these boys a big hand because I think we're going to see more of them. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, il faut leur donner beaucoup d'applaudissements parce que on risque de les voir plus souvent. Ouais. Et ils ont revenu la semaine prochaine. Et la troisième semaine, on pouvait pas entrer dans la salle. C'était bourré à craquer. Et le seul moyen de les voir, c'était de se monter sur les épaules de l'ami. Et là, il y avait des gens carrément, 3 personnes ou 2 personnes sur les épaules de... Incroyable. Ah oui, c'était... Et c'était en l'air, c'était une nécessité. Je parlais de ça plutôt aujourd'hui en disant que c'était pas que eux. Le phénomène était basé sur le fait que ma génération, qui était née après-guerre, ont été surprotégés par nos parents parce qu'ils ont vécu 6 ans sans contrôle de leur vie. Alors, ils ont imposé une certaine contrôle sur les enfants. Et on était élevés dans des cotons-neige. Et on avait besoin d'avoir un cri primal. Mais est-ce que vous pensiez, Murray Head, que les Rolling Stones, 60 ans après, seraient toujours parmi nous? Pas du tout. Eux non plus, d'ailleurs. On a tous dit, ça va durer jusqu'à 30 ans, 35 ans au max. Et petit à petit, ça s'efface et ça passe à 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans. On pose pas de questions, hein. C'est la vie comme elle passe, quoi. Alors la vie, justement, pour vous au départ, ça a été une vie tranquille, avec des parents, un père qui travaillait dans des documentaires et une mère actrice. Oui. C'est un bon départ pour faire ensuite du spectacle. Ça dépend du point de vue. Pour moi, c'était l'enfer parce que j'avais une mère actrice qui, quand elle travaillait pas, elle travaillait à la maison. Ça veut dire que j'entendais sa voix dans au moins 4 ou 5 accents par jour. Elle essayait son écossais, son gallois, son irlandais, le nord. Alors, quelque part, on sait que c'est la même figure, mais on ne sait pas vraiment à qui on parle. Et je me suis rendu compte beaucoup plus tard après que ça m'a rendu confus. Ce que j'attendais pas, c'était et c'est une autre chose que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que quelque part elle était en compétition avec moi. Pourquoi? Parce que elle pensait que j'étais trop chanceux. Elle avait travaillé, elle est allée à une école de drame, elle a fait des cours en musique, c'était quand même une intellectuelle sans beaucoup d'intuition. Mon père aussi faisait partie de leur génération, il fallait aller au collège pour apprendre, etc. Voilà. Et 6 ans de guerre ça ne l'est pas
Ça n'a pas arrangé les choses. Non. Voilà. Alors, il se trouve que vos premières photos dans la presse, c'est avec votre mère en train de se faire coiffer et votre père dans un documentaire où vous regardez des dinosaures, Meured. Ouais. Tout ce que je me souviens de cette époque, c'est qu'on n'arrêtait pas de me filer des pommes pour manger parce que je n'arrêtais pas de gratter mes couilles. Oui. Et ça, c'est alors pour que je regardais le caméra, ils m'ont filé des pommes. Alors je mange beaucoup de pommes. Oui, c'était c'était plutôt ce qui était important, c'était que comme salaire, on m'a filé une bicyclette d'occasion. C'est là où j'ai appris le goût pour l'occasion. Ça n'a pas changé. J'y vais plutôt chez Emmaüs que promener dans les dans les grands grands magasins. Voilà. Oui. Alors, il se trouve aussi que, bon, vous parlez de vos études, ça n'a pas été très brillant. Il y a eu le lycée français de Londres, différentes écoles, un peu de travail à la maison. Enfin, ça a été un joyeux Très mélange. bien, ouais, très bien. Ça, c'est compliqué. Il faut, chaque fois qu'on pose la question comment ça se fait qu'ils m'ont fait ça ou ils m'ont envoyé là, il faut se poser la question comment était la mentalité de l'époque. Pour eux, la chose la plus importante, c'était que leur fils devenait bilingue. C'était énorme pour mon père parce qu'il avait un accent anglais, très anglais, et oui. on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Et puis, pour eux, ils étaient quand même franco-fous. Résultat, ma mère, elle a joué le rôle de Madame Maigret dans la série de Maigret en Angleterre à la télé. Mon père, il avait une chaîne de 15 légers Citroën, et chaque année, on se promenait en voiture, on allait jusqu'à un petit aéroport à Lille dans le sud, et on montait l'avion avec la voiture. Il y avait à peu près, ça prenait à peu près 9 voitures à la fois. Et on volait juste au-dessus de la mer jusqu'à ou Cherbourg ou le Touquet. Voilà. Et là, on descendait et on commençait la route en France pour achever tous les campings possibles dans un mois. Voilà. Et il y a une musique d'ailleurs qui est liée à une ville de vos vacances. Dans les rues d'Antibes, si ce n'est Béchet. Ah oui. Antibes, c'est vrai que ça a été votre découverte de la France. Ça, non, j'aurais aimé Antibes parce qu'elle a une dignité personnelle et une grâce. C'était plutôt Saint-Jean. Oui, Saint-Jean. Juan-les-Pins. Juan-les-Pins. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais c'était le temple de la musique de jazz à l'époque. C'était la fête. Ouais. Juan-les-Pins, c'était la première fois que j'ai rentré dans une boîte de nuit et tout ça. Et j'ai essayé de danser avec les filles françaises et c'était catastrophe parce que je savais pas, je regardais comment faisaient les mecs et c'était vraiment assez cru, assez rude quoi. Moi j'arrivais avec ma politesse anglaise, madame, est-ce que vous voulez danser? Ça marchait pas. Ça marchait pas. Et la musique aussi, il y a eu la guitare. Et je crois que la première guitare que vous avez eue, c'était celle de votre mère à la maison. Non, c'était celle de mon père. Ah oui. Ma mère, je pense que ma mère l'a achetée, mais je ne sais pas si elle n'a pas compris ou quoi, mais elle espérait faire des duos avec mon père. Ouais. Alors, elle jouait du piano, je crois. Elle jouait du piano. Il a essayé 2 fois, et puis le guitare a retourné au placard. Et en le regardant, je me suis dit, bon, peut-être un jour, je vais essayer moi-même. Et mon meilleur copain à l'époque a réussi à draguer 3, 4, 5 filles. Parce qu'à l'époque c'était vite fait quoi. Il connaissait 3 accords. Alors moi je me suis dit bon, si j'apprends 5, on va voir, ça risque de marcher. Et ça a marché, surtout qu'il y a une chanson. Pas du tout. J'ai pas dragué personne parce que j'ai compris qu'il était beaucoup plus beau que moi. Oui. Et par contre, quand on se trouve avec 5 accords, il faut les utiliser quelque part. Voilà. Et en même temps, à cette époque, il y a une chanson qui vous a marqué.
Shake it, baby. Just for. Et c'est vrai que Shake It Baby par John Lee Hooker, c'est un événement pour vous. Shake It Baby, c'était à Juin-les-Pins. Je l'ai entendu à Juin-les-Pins et j'ai tombé amoureux de John Lee Hooker. Et bon, je m'en foutais que j'arrivais pas à danser avec les Françaises. J'écoutais ça en boucle et c'était énorme. Oui, mais c'était la chanson la plus diffusée dans les booms des années 60. Ah bon? Oui. Ah, à ce point-là, c'est pas que moi, alors. Non, c'était très écouté par les jeunes. Et d'ailleurs, c'est à la suite de tout ça qu'à l'école, il y a un groupe qui vous a appelé The Band of Angels, et c'est vos vrais débuts, Murray. Non. Le Band of Angels, c'était une bande de privilégiés qui étaient dans une école privée à Harrow. Qui ont eu énormément de succès, et le jeune frère du chanteur Mike Darbo, Noel Darbo, jouait la basse, et un ami anglais, un ami qui était à l'école avec moi, a gagné un scholarship. C'est quoi un scholarship en français? Une bourse? Une bourse, oui, une bourse, oui. Une bourse. Il a une place à Harrow, ce qui était assez rare. Ça veut dire qu'il était très intelligent. Et c'est lui qui m'a téléphoné en disant, on a un groupe, mais on a besoin de chanteurs. Est-ce que t'es prêt? Alors, j'étais avec eux et j'ai rencontré une autre style de vie complètement, jusqu'au point que tous les parents avaient des maisons énormes à la campagne et on faisait des soirées pour leurs enfants. Mais en même temps, ils n'ont pas compris d'où je venais, tout ça, c'était pas compréhensible. Je me souviens d'une fois que j'étais en costard et je portais ma guitare et une femme m'a dit, ah, heureusement que vous êtes venu, vous êtes en retard. J'ai dit, je savais pas, mais quoi, madame? Suivez-moi tout de suite. Alors elle m'amène dans le sous-sol de sa maison. Elle me fait montrer le boîte d'électricité, le boîte au fusible. Oui, c'est ça. Et quoi, madame? Bah, vous êtes l'électricienne, non? Non. Elle dit, non, madame, je suis là pour jouer quand même. Et c'est comme ça qu'ensuite vous êtes devenu un chanteur branché. On va en parler avec une autre date, le 15 juin 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Murray. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Murray Head. La rentrée sur scène à Paris et des tournées, on en parle tout à l'heure. Et une date importante dans votre vie, c'est le 15 juin 1985. C'est le jour de Touche pas à mon pote, place de la Concorde. Parce qu'on a beaucoup parlé de cet événement, mais vous l'avez vécu en direct et vous y avez même participé. Oui. Les souvenirs sont toujours les mêmes. Ça veut dire qu'il y a le côté ensoleillé, et puis le côté noir, dur, à porter. Ma vie a été toujours équilibrée entre ce qui est dur et difficile et ce qui est réussi. Et là, c'était, je me souviens très bien, Libé a décidé de me démonter en déclarant ce qu'on gagnait sur scène et tout ça, sans dire qu'ils ont déjà proposé ce rôle-là, ou pas un rôle, mais enfin ce concert-là, à Boy George, qui a demandé 3 fois ce que j'ai demandé, mais Libé a décidé de le déclarer. Oui, mais surtout que vous avez été payé, vous avez rendu le trop perçu. Oui, exactement, oui, à la fin. Mais on n'entend jamais tout ça. C'est la presse française, elle est comme elle est, quoi. Ouais, heureusement, à Sud Radio, nous parlons vrai. Et quelque part, c'est assez intéressant. J'ai une chance de temps en temps avec le média français, mais la plupart du temps, j'ai jamais cherché le succès nulle part. C'est par hasard que c'est tombé et on vit avec et c'est fabuleux. Par contre, ça n'a jamais. Ils m'ont toujours pris pour un comédien en Angleterre et pas un chanteur. Alors, je suis allé où on aimait ce que je chantais. Bien sûr. Alors je reviens à Touche pas à mon pote parce que ce jour-là, il y a une foule immense, place de la Concorde, et vous allez faire l'animation avec des boules, enfin des ballons spéciaux que vous jetez à la foule. Oui. Et
Et ce que je savais pas du tout, c'est que Téléphone avait pris la même chose. Ils ont pris des ballons, je sais pas si c'était mondial, mais j'ai entendu qu'ils ont pensé qu'on a piqué leur idée. Et ils étaient furieux parce qu'ils étaient plus tard que nous. Et les vibrations dans les coulisses étaient épouvantable. Alors finalement, c'était tout simple. À la fin du concert, moi j'ai descendu par une échelle et puis j'ai rentré la foule. Et c'était quand même intéressant. Leur réaction était honnête parce qu'ils n'ont pas venu pour Motorhead, ils ont venu pour le spectacle. En gros, tous les gens qui étaient là, probablement au téléphone. Et il y avait, même si on a dit, parce qu'il fallait quand même pas dire combien de gens il y avait au moins 400, 500 000. Ça, on le voyait, tout le Champs-Élysées était plein, puis le pont et le Sénat, etc. Et quand j'ai descendu parmi les gens qui étaient sur la place de Concorde pour marcher à mon hôtel, les gens disent pas mal, c'était bien. Et là, je savais que c'était honnête et ça m'a vraiment chauffé le cœur. Et dans ce concert, il y a un titre que vous avez interprété qui a été un succès mondial. Alors ça, c'est vraiment l'Afrique, l'Australie, le monde entier connaît cette chanson. Je suis pas sûr que j'ai chanté celle-là. Ah, elle était d'actualité ce jour-là. Elle était, vous l'aviez enregistrée. Elle était à l'actualité, mais je sais pas si je l'ai fait là. Peut-être. Ouais. Je me rappelle plus. Parce que il y avait d'autres choses dans ma tête, quoi. Voilà. Mais alors cette chanson est extraordinaire parce que vous avez été repéré, je crois, Motorhead, par le tourneur d'ABBA, et que ce sont les deux hommes d'ABBA qui ont écrit cette chanson. Ouais. C'est extraordinaire. C'est eux qui l'ont écrit avec un Anglais qui avait fait des comédies musicales qui s'appelle Tim Rice, qui a fait Evita, qui a fait Jésus-Christ Superstar et tout ça. Mais c'est pas lui qui m'a proposé, c'était le tourneur qui a proposé à ABBA. Ils ont choisi, parmi une centaine de disques, ils ont choisi le mien. Et ils ont dit, on vient en Angleterre, est-ce que c'est possible de vous voir en concert? Et par un hasard incroyable, je jouais un des seuls concerts que j'ai fait à Londres. Et d'ailleurs, j'ai récupéré pas mal de Français dans la salle, parce que les Anglais me connaissent pas vraiment. Et c'est grâce à ça que je pense que le média français sont suspicieux, trouvent que je suis, je sais pas. Il y a toujours une suspicion sur les acteurs qui chantent. Oui, je sais, mais enfin... Pas maintenant, autant maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment pas cool. Parce qu'on peut pas croire dans un acteur. Il ment. Sa vie, c'est une mensonge. Il joue les rôles des autres. Alors... Mais la chanson, parce que finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que je crois que cette chanson a été enregistrée et que l'un des membres du groupe ABBA était surpris parce que vous avez poussé la note très très haut. Oui, c'est vrai que pendant qu'on faisait, c'était une chanson qui s'appelait Pity the Child, ce qui explique la raison que j'ai devenu joueur d'échecs mondial, et c'est basé sur sa jeunesse et ses parents qui s'en foutaient, qui étaient toujours en train de se gueuler et tout ça, et que je me suis caché dans mon jeu d'échecs à la maison. Et Benny, un des ABBA, celui qui il y a deux, il y a Benny et Bjorn. Oui. Et Benny commençait à jouer les chansons sur le piano et il m'a demandé, est-ce que tu peux faire un peu plus haut? Je dis, ouais, si vous voulez. Je suis allé plus haut et c'était beau de voir leur surpris que quand ils montaient les clés, avec ça venait une sourire, parce qu'ils souriaient pas énormément, c'est des Suédois quand même, la vie est sérieuse là-bas, et c'était vraiment spontané, et j'ai réussi à le faire. Et ce qui est quand même assez bizarre, c'est que l'Américain qui est venu, Michael Bennett, qui est venu pour être metteur en scène et mettre en scène cette œuvre au théâtre, il commençait, c'était un danseur originellement. Alors il venait avec sa connaissance de tous les artistes, les acteurs et les danseurs qu'il a choisis pour le show, c'était poussé vers la danse. Et moi je l'ai
commençait à lui poser des questions. Ouais, je sais, mais l'échec, c'est quand même un jeu assez sérieux. Comment est-ce qu'on va éliminer les gens et comment est-ce qu'on va prendre leur intérêt, tout ça. Et il a tourné à quelqu'un à côté. Lui, je veux pas. Ah. Et c'est comme ça que c'est. Alors, il y a une chose, One Night in Bangkok qui a été un immense succès, c'est clair, mais votre premier disque est totalement oublié. Ouh. Effectivement, Alberta, Let Your Hair, Hangdan, je crois. Ouais. C'était votre premier disque, votre premier contrat à 18 ans, vous étiez fier. Ouais. Mais non seulement ça n'a pas été un succès, mais c'est Bob Dylan qui a touché une partie des droits. Non. Oui, en effet, parce que le face B, ça faisait partie des chansons que j'avais appris grâce à mon grand héros à l'époque, qui s'appelait Dave Van Ronk. Et j'ai toujours trouvé que ce mec, il a été oublié et que c'était quand même quelqu'un de très important en Amérique. Sa voix était fabuleux. Il a fait du jazz traditionnel d'abord et il a su musicalement comment illuminer des chansons traditionnelles. Et j'ai lu un truc sur le derrière d'un disque 40 ans plus tard où ça expliquait qu'il était ami avec Dylan et qu'il a hébergé Dylan pour 9 mois et que Dylan, comme cadeau pour partir, lui a filé une chanson que Dylan a écrit, on ne sait pas, qui s'appelle He Was a Friend of Mine. Et lui, il était un ami à moi. Mais en réponse, Dave Van Ronk a dit ouais, mais tu m'as piqué. C'est moi qui a découvert House of the Rising Sun. Pour vous, ça s'appelle le pénitencier. Tu me l'as piqué et tu savais très bien que je voulais pour mon prochain disque. Et Dylan a dit ouais, mais moi j'ai rien fait avec. Il y a un mec en Angleterre que personne connaît qui joue pour les Animals, Eric Burden, qui a eu un succès fou. C'est lui qui a gagné tout. C'est lui où tu dois être fâché. Et tout ça, ça fait partie de notre histoire, mais c'est quand même des ragots qui ont la force. Et j'étais toujours sûr. Moi, je suis allé voir Dave Van Ronk et c'était incroyable à voir. Il est mort sans avoir un énorme succès. Ce qui est beau comme... C'est quoi postscript en français? PS, postscriptum. PS. Ce qui est intéressant, c'est que les frères Cohen ont décidé de faire un film sur la carrière de ce mec. Oui. Et ça commence avec il va chez les amis et les amis demandent après le repas jouez-nous ton tube. Et il dit pourquoi c'est toujours la même chose? Il faut jouer pour ce qu'on mange. Merde, j'ai pas envie de j'ai perdu mon ami et on ne joue plus ensemble. Il est pas là. Moi je veux pas te jouer. Et puis il exprime le sentiment que tous qui jouent ont le même sentiment. On aimerait jouer quand on le sent, pas quand on nous demande. Voilà, mais alors, ce qui est clair, c'est que la chanson a été déclarée avec des droits pour Bob Dylan, et qu'une partie des droits a été versée à Bob Dylan, je reviens là-dessus, Ouais. et que derrière, 20 ans après, vous les avez touchés, ou 30 ans après. Oui, non, mais je l'ai touché après parce que le producteur a mis ça dans son édition à lui, et un jour, il meurt. Et d'un coup, ça revient vers moi. Heureusement, parce que si on a eu du succès avec Dylan, il a un sacré paquet d'avocats qui auront été sur mon dos pour me faire des procès. Alors ça s'est pas arrivé. Mais retourne juste pour 2 secondes à ce fameux film des Coen Brothers dont j'ai oublié le titre. Dans le milieu de ce truc, il cherche, avec son ambition, il cherche être reconnu et il va voir à Chicago le producteur, comment dire, what's a manager? Le manager, le producteur, oui. Gérard, le producteur de Dylan. C'est pas dit. On semble que c'est Albert Grossman, on le sait, mais c'est joué par quelqu'un très connu. Et il dit, bon, il s'assoit sur une chaise, alors, bon, joue.
joue ta chanson. Et ce mec, il le joue. Il s'appelle pas Dave Van Ronk pour des raisons légales. Ouais. Et il joue la chanson. Et il y a une pause à la fin. Et le mec qui représente Grossman, le manager, dit je vois pas d'argent là-dedans. Hein. Et dans une phrase, on voit le foie, la vie de tellement de chanteurs et de compositeurs. On se dit, oh right, ok, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, mais vous êtes bien débrouillé quand même. Et puis il y a eu le cinéma. Le cinéma, on va en parler dans une troisième séquence. Tout ça, c'est par hasard. Oui, non, mais justement, on va en parler. Mais on ne cherche pas. Non, mais ça c'est vaut arrivé. pas la peine de chercher. C'est comme les tubes. On nous dit, on présente le disque aux maisons de disques. Ils ont d'abord pas le courage de vous dire oui ou non, et il y a une silence épouvantable. Oui, mais le cinéma, ça a quand même marché, et j'ai une date importante pour vous, le 1er janvier 1972. À tout de suite sur Sud Radio avec Murray Head. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Murray Head. Les concerts, on en parle tout à l'heure. Mais on revient au métier d'acteur avec le 1er janvier 72. Et j'ai retrouvé dans les archives votre première télé en France, dans un reportage de 24 heures sur la 2, avec le film La Mandarine, avec cette bande originale. C'est un reportage avec Annie Girardot où vous présentez le personnage et elle dit c'est difficile de tourner un film dans un hôtel avec les clients. C'est vrai, c'est elle qui a dit ça ? Oui. Oui, c'est vrai. C'était la première fois que j'ai travaillé avec Édouard Molinaro, qui était un rêve. Le mec, il était tellement sympa. Et il avait une compréhension de l'humour qui était rare. Exactement. Il a fait des films formidables. Louis de Funès et tout ça, Louis de Funès. C'était et quelque part, j'espère qu'on va comprendre à quel point il a contribué au cinéma français. Bien sûr. Et alors dans ce film, il y avait Philippe Noiret, ouais. Il y avait Madeleine Renaud, très fatiguée, ouais. Ce qui vous a fasciné parce que c'était non, elle m'a fasciné. Putain, à l'époque, j'avais signé un disque avec CBS en Amérique, avec John Hammond Senior, qui a découvert Dylan, Donovan, Bruce Springsteen, mais en même temps, il a enregistré Bessie Smith dans les années 30. C'était le seul qui pouvait passer à Harlem, seul blanc qui arrivait à passer à Harlem. C'était un homme incroyable qui venait d'avoir une crise cardiaque. Et qui était à Paris. Et il m'a demandé s'il pouvait venir voir parce que je tournais dans le film et je l'ai amené. Et à l'époque, il devrait prendre du repos. Ouais. Mais il m'a dit, t'as vu, qu'est-ce que t'as vu récemment à Paris? J'ai dit, bon, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, mais c'est n'importe quoi. Moi, je viens de voir 2-3 musiciens de jazz à tel club, un autre club. Et puis, j'ai trouvé une trompettiste de 22 ans dans une église. Et petit à petit, j'ai compris qu'il savait tout. Il avait lu tous les critiques sur le cinéma. C'était quelqu'un qui était vieux, mais qui allait plus vite que quand il était jeune. Et Madeleine Renaud, c'était la même chose. Je l'ai posé à la fin d'une journée, j'étais fatigué, moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? À quelle heure vous avez commencé? Elle dit, j'ai commencé vers 5 heures, et il faut mettre du maquillage et tout ça, bof. C'est quand même, ça va, ça fait partie du boulot. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais faire le repas de Jean-Luc. Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault. Et après ça, j'ai une pièce de théâtre de Wesker où, je sais pas, non, c'est peut-être Jean Genet. Je sais pas, c'était une dualogue sur une plage.
qui durait 2 heures. Oui, et à 85 ans, Madeleine Renaud jouait encore au Théâtre du Rond-Point, Oh les beaux jours de Samuel Beckett. C'était extraordinaire. C'était incroyable. Et alors d'un coup, je me trouvais à côté de 2 vieux qui étaient 100 fois moins fatigués que moi et qui continuaient. Je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut être à leur âge. Et ça y est, je l'y ai tenu. Je suis là maintenant. Et vous êtes en pleine forme et déchaîné. Je suis peut-être en pleine forme, mais je les rattraperai jamais. Alors, il y a un autre film aussi, Meurède, qui est important, parce que dans ce film, vous chantez. Someday. Alors c'est un film qui s'appelle en français, en anglais The Family Way, chaque chose en son temps en français. Et vous auriez dû faire la musique et vous avez été remplacé par un débutant qui s'appelait Paul McCartney. C'est ça. C'était encore douce amère histoire. Je venais d'avoir un contrat de disque, puis j'avais que 17 ans, il fallait le signer, il fallait l'amener à mes parents. Ils savaient pas du tout que je faisais ça. J'ai fait tout ça en secret et ils ont dit alors mon père a téléphoné le producteur en disant il faut qu'il apprend à chanter proprement. Et heureusement le producteur a dit, c'était le producteur de Cliff Richard et les Shadows, il a dit non, surtout non, le touche pas. La raison que je veux le signer, c'est parce qu'il a une voix individuelle. Laisse-lui en paix. Alors c'était bien que d'un coup on a repoussé mes parents, mais ils ont trouvé un impresario pour faire le contrat. Et elle a dit à mes parents en même temps, est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'aimerais lui soumettre pour des auditions de films. Et elle m'a envoyé rencontrer 2 frères, un qui était producteur et l'autre qui était metteur en scène, des jumeaux qui s'appelaient les Bolting Brothers, qui étaient connus pour des films incroyablement connus en Angleterre, qui étaient prêts à faire un film avec une star de jeunesse, Hayley Mills, qui a commencé à l'âge de 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et le grand truc, c'était, elle a arrivé maintenant à l'âge de maturité, elle était 21 ans. Et c'était un film sur le sujet du film, c'était l'impuissance environnementale. Ce qui est quand même assez compliqué. Ça veut dire que il y a un garçon qui veut marier Hayley, ils sont fiançailles et malheureusement le voyage de noces est annulé. Et aussi la maison qu'il allait vivre dedans était annulée aussi, ils pouvaient pas l'avoir. Alors ils étaient forcés d'y aller après le mariage, ils étaient forcés de rester dans la maison des parents où les murs étaient minces comme du papier peint. Alors tout le monde s'entendait et c'était l'enfer. Alors il n'arrive pas à plaire sa femme et pendant tout ce temps, il y a le jeune frère qui promène la maison, qui gagne des courses de moto, qui amène le femme de son frère danser quand son frère travaille. Et ça, c'était vous qui jouez le rôle. C'était moi qui jouais le rôle. Mais ce qui est fou dans vos rôles au cinéma, vous avez fait beaucoup de films, Meurède, vous avez souvent joué les bisexuels, les drogués, vous avez été assassiné, je crois, une dizaine de fois. Ouais. Ça s'est toujours mal terminé. Oui, là, c'était mal terminé dans une autre façon. Après 3 semaines, j'étais un débutant, j'ai jamais fait des cours de drame. La raison que j'ai eu le rôle, c'était parce que j'avais une confiance énorme. Je faisais de la musique. J'avais une groupe à l'époque où c'était le batteur de Pink Floyd, Nick Mason. Et bon, j'ai joué cette musique devant les Bolting Brothers. Et eux, ils se sont moqués de mon costard, qui était un truc que j'ai acheté occasion, comme toujours, que j'ai recousu. Et ils se moquaient de moi. Et moi, j'avais rien à perdre parce que j'avais ma musique. Les titres dont lesquels leur intéressaient parce que ça correspondait avec le titre, le thème du film. Et moi, j'ai commencé à moquer d'eux. Ils ont adoré ma confiance et m'ont donné le rôle. Alors, après 3 semaines, 4 semaines de tournage,
j'ai recousu un peu mon jeu parce que je l'ai vu dans les rushs, il y avait des moments qui allaient pas, alors, et j'ai demandé au metteur en scène, alors, est-ce que ça va ce que je fais? Et le mec, il prend une seconde et il dit non. Et je dis, ah bon? Et pourquoi? Il a dit, ben, t'as commencé bien, et puis petit à petit, ça a écroulé, c'est de pire en pire. Ce que je savais pas à l'époque, c'est que je sortais avec Hayley Mills, je l'amenais dire, c'est le moment de quitter les parents, t'as 21 ans, il faut commencer à choisir des fringues plus à la mode. Je l'ai amené à Granit Exotrip, j'ai visité des appartements qu'elle voulait prendre et tout ça. Mais je comprenais pas, je savais pas qu'elle était en train d'avoir une affaire avec le metteur en scène. Alors, ce que je savais pas et que j'ai appris 20 ans, 30 ans plus tard, c'était qu'il était amoureux d'elle et moi, j'étais le rival. Alors, il me détestait. Ben voilà, c'est tout simplement. Alors, moi, il y a une chose extraordinaire quand même, et ça, beaucoup de gens vous envient. On vous a vu un jour dans une discothèque Meurède avec bras dessus, bras dessous. D'un côté, Brigitte Bardot, de l'autre côté, Ursula Andress. Ouais. C'est quand même un privilège. C'était un privilège. Ce qui était important avec ce moment, c'est après ce moment, j'avais une perte de confiance énorme et heureusement, un an plus tard, le deuxième assistant travaillait sur un film qui s'appelait À cœur joie, avec Serge Bourguignon, et qui disait je travaille sur un film qui tourne en Angleterre en ce moment, mais ça va tourner en France après. Apparemment, tu parles français, c'est un petit rôle, mais est-ce que ça t'intéresse? C'est avec non, pas Trintignant, c'est des Laurent Terzieff. Laurent Terzieff et Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot. Et je dis oui, ça m'intéresse, pourquoi pas? Enfin, je prends tout ce que je peux. Et le premier jour est arrivé où on tournait ensemble et j'étais avec moi je jouais l'assistant du photographe qui était joué par un Anglais qui avait une fois eu un tube avec un disque où il parlait. Et on se trouve dans le Rolls-Royce, lui au volant, et d'un coup Brigitte rentre derrière dans un mini-jupe avec des bottes jusqu'aux genoux. Et j'ai osé regarder et j'ai flippé. Je me suis dit, c'est inatteignable. Mais merde, elle est belle. Oh, elle était vraiment dans le moment où elle a jamais été aussi belle. Et puis, en sachant qu'elle venait de marier, comment il s'appelle, Gunther Sachs. Ouais. Et bon, elle a posé une question à l'acteur anglais en disant Mike, c'était quoi les chansons que tu m'as proposées à écouter? Et il sort des chansons qui étaient au moins 5 ans de vieillesse, quoi. Je dis, oh, bah, tu sais, il y en a eu depuis celle-là. Il y a quand même, c'est qui le chanteur ici? Et j'ai dit, bon, bah, je chante un peu. Et franchement, il a dit, mais, bah, tais-toi. Et tout de suite après, elle a dit, vous vous appelez comment? J'ai dit, Monsieur Head. J'osais même pas dire Murray, alors elle m'a connu comme Monsieur Head. Voilà. Et elle vous a bien connu ensuite. Et oui. Il y a une chose que vous avez... mais ce qui était important, c'était après ce moment, je lui ai donné des titres, chansons, j'ai gagné sa confiance, son respect, et elle m'a mis en charge de tous les boîtes de nuit et tous les restos, les petits boutiques restos et tout ça à Londres. C'était pas désagréable. Et hein. j'étais en charge de tout le cours de Bardot à l'époque. Ce qui était important, c'était quand même, je me suis dit, bon, même si je tourne pas, même si je suis pas bon acteur, même si je suis pas un bon chanteur, au moins, j'ai quelque chose parce que ça marche. Et voilà. Je suis au courant, quoi. Et là, j'ai visité tous les boîtes où on me laissait jamais rentrer. Et celle que je visitais le plus, c'était Blazes. Et je rentrais avec les deux femmes, voilà. L'un à côté de l'autre. Et
et ça m'a donné une prestige que j'aurais jamais eu si je l'aurais cherché. Et ça a duré 50 ans où le manager de Pink Floyd m'a dit le jour tu es arrivé avec comment tu as fait, tu peux me le dire maintenant, je sais que c'est un secret mais dis-moi. J'ai dit non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors ça c'était le carrière d'acteur, on va revenir à l'actualité avec la date du 16 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Murray. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Murray, chanteur, acteur. Tiens, vous pouvez revenir quand vous voulez dans l'émission, tellement vous avez de choses à raconter. Merci Jacques. Oh, c'est une bonne idée parce que je venais de dire, est-ce que ça c'est le non, c'est pas en français nécrologie, non. Nécrologie, waouh. Non, vous êtes encore très jeune. Alors, vous êtes tellement jeune que le 16 septembre 2023, vous revenez sur scène à Paris. Et chose rare, il y a 3 jours avec 2 salles parisiennes, le 16 et le 17 au Trianon, le 19 au Bataclan. Ouais. C'est rare ce genre de choses. Probablement, je ne pose pas de questions. J'ai visité les salles, je les adore comme salles. Il faut qu'on joue autant que possible au Bataclan, hein, d'après tout ce qu'ils ont vécu. Je sais pas, c'est une chance de reparaître en espérant que on peut maintenir la vivacité de la spontanéité. Oui, parce que vos chansons, toujours, vous les interprétez, c'est une sorte de bulle. Vous chantez pour ceux que vous aimez, ce que vous aimez. Oui, absolument. Mais ce qui est plus important que tout, c'est cette spontanéité. Il faut savoir, je suis toujours étonné. On a été piégé par les maisons de disques dans les années 80 qui ont demandé qu'on fasse exactement ce qu'on faisait sur le disque. Ce qui est con, parce que le disque, c'est quelque chose à la maison, c'est quelque chose quand même assez intime, c'est le côté introvert, et le spectacle c'est l'inverse, c'est extravert. Alors pourquoi essayer de copier l'autre? Voilà. Et en plus, ouais, vas-y. Non, en plus il y a des chansons que tout le monde connaît, il y a même une nouvelle version d'une chanson qui s'appelle That's Rich. C'est une nouvelle version de cette chanson? Ouais. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit, je pense que c'est important d'avoir ça promené quelque part s'il y a des radios qui le jouent, mais franchement, il faut souligner le fait que les 1%, ça représente pas les 99% des autres. Et on est dans un monde qui est presque comme les années du 19e, c'est comme la vie que racontait Charles Dickens ou Balzac. On se retrouve avec cet énorme écart entre la richesse et la pauvreté. Et entre-temps, ce qui va avec, c'est la mensonge, c'est le fake news. Oh bah ça, il y en a partout. Bah oui. Mais alors, non seulement vous êtes toujours très franc, mais moi, ce qui m'a toujours frappé, Murray, avec vos spectacles, c'est qu'il y a toujours eu du vrai spectacle. Je crois que le premier spectacle, c'était au Palace avec un documentaire. Et ensuite, à Bobino, il y a même eu un spectacle où vous étiez arrivé, vous sortiez de votre chambre en pyjama. Ah ouais, ça c'était un appart sur scène. C'était mon appart sur scène. C'était le moment et là c'était bien. Je pouvais lever les autres musiciens qui s'endormaient sur le canapé derrière la cuisine et tout ça. Et il y avait même le batteur qui était dans le placard quand on cherchait pour qu'il faisait les répètes avec nous. On a ouvert le placard, il était là-dedans mais le grand truc du thème, c'était que le public était dans mon jardin. Alors, dès que ça commençait à rigoler, je pouvais dire aux autres musiciens sur scène, je pourrais dire, je pense qu'il y a des gens dans le jardin qui nous écoutent. Et pourtant, je préfère qu'ils soient au concert et pas là, mais enfin... Non, mais qui fait des spectacles comme ça? Parce qu'il y a plein d'imagination. Je crois même qu'à Bobino, vous aviez en première partie un groupe totalement inconnu qui s'appelait U2. Ah ouais. C'est incroyable. Oui. Ça, c'était le début, mais ils m'ont dépassé celle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut pas trop monter parce que on risque de trop descendre. Oui. Alors, rester fidèle à soi-même. Je comprends
ce que j'ai choisi de faire. Je comprends ma vie beaucoup mieux maintenant. Et j'ai évité de faire des mensonges. J'ai évité de jouer le jeu, de lécher les culs. Mais vous avez toujours fait des spectacles qui ont touché un certain public et tout à fait spectaculaires aussi. Mais c'est des extensions de moi. Le beauté de celle-là, avec le public dans le jardin, c'est qu'à la fin, pour les rappels, je leur dis, il faut qu'on va maintenant au concert. On sortait de l'appart et on revenait en costard et on disait, vous avez raté un concert génial! Et s'applaudait, alors on dit, on va vous donner un petit goût en costard. Alors on les donne les rappels comme si c'est quelque chose qu'ils ont raté dans un concert. Voilà. Non mais il faut de l'imagination pour ça, pour ne jamais faire la même chose. Il faut une excuse, une raison pour être sur scène. On peut pas dire je joue de la musique, je joue mes chansons et voilà. Non. Ça n'empêche pas les chansons et il y a une chanson incontournable qui a été elle aussi un succès mondial. Superstar. Et Superstar de Jésus-Christ Superstar, je crois que c'est né Murray lorsque vous avez vu un prospectus à la sortie d'une église. Un prospectus à New York et vous avez vu un jour un prospectus qui parle. Oui, j'ai fait une bêtise d'y aller à New York pour dire je suis disponible pour faire des promos pendant qu'en effet je cherchais un nouveau deal, un deal personnel parce que Jésus-Christ Superstar c'était fait pour des autres, c'était pour Tim Rice et Andrew Lloyd Webber et je cherchais à avoir un disque, un contrat de disque et je me suis offert comme pour promoter leur truc. Et personne m'avait dit qu'ils ont décidé en secret de laisser tomber tous les Anglais qui ont fait le disque et de remettre des Américains à leur place. En même temps, vous avez été le premier à faire Jésus-Christ Superstar, à faire cette chanson avant la comédie musicale. Oui. C'était leur propos de faire le disque d'abord et comme ça, ils trouveraient ce qu'on appelle des anges. C'est ce qui s'est fait ensuite avec les comédies musicales d'aujourd'hui. Et ce disque s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ça marchait jusqu'à un des disques qu'ils ont offert à Plamondon et Berger ont offert ça à non, c'était pas Notre-Dame, c'était Starmania, qu'ils ont offert à Tim Rice. Et moi j'étais là-dedans et il y avait un moment où j'ai tombé sur Luc dans la rue, il a dit tu sais les traductions que vous m'avez faites pour les 3 chansons de Starmania étaient le plus proche de ce que j'avais écrit, mais il faut que tu rencontres Michel parce que ils ont proposé quelqu'un d'autre plus connu pour faire les paroles. J'ai rencontré quelques semaines plus tard Tim Rice en disant si tu veux pas le faire, moi je vais le faire. Et ça lui donnait le coup de le faire. Mais lui, il voulait changer le nom. Il a appelé ça Tycoon. Il a proposé d'y aller chercher un deal avec une maison de disques. Et on fait le disque de Tycoon. C'était un désastre. Alors, il n'y avait pas d'ange. Et le Starmania dit Tycoon n'a jamais apparu. Et Starmania a marché. Alors, il y a une chose aussi, il faut rétablir la vérité. Vous êtes l'inventeur, Murray, du top 50. Ah oui. Ça, personne ne le sait. Ouais, c'est comme un peu, on parlait de quelqu'un d'autre qui a pris en charge, qui s'est dit que c'était à cause de lui qui avait touche pas mon pote. Il y a toujours quelqu'un pour récupérer. Je sais pas, c'était pas Faraday, c'était je sais pas qui qui a inventé. Vous avez eu l'idée. Vous avez eu l'idée de. Oui. Et j'avais eu l'idée parce que je m'emmerdais. Je n'arrêtais pas de faire des télés, genre Guy Lux et tout ça, où on proposait des artistes français qui n'ont pas vendu rien. Et on mettait à côté Elton John qui a vendu mondialement. À côté, on lui donnait le place de 35e ou
ou quelque chose, et je dis, mais c'est quoi ça? C'est un top 50 inventé par les maisons de disques. Et vous l'avez proposé à Philippe Gildas, et c'est comme ça que c'est Je né. l'ai proposé d'abord à Saceb, il voulait pas savoir, il Ouais. voulait pas, il se lavait les mains de ce truc-là. J'ai parlé avec Blanc Francard, qui était en tête de Antenne 2 à l'époque, Ouais. mais personne ne voulait le savoir. Mais Philippe, il avait quand même du vision, et il a dit, ouais, d'accord, mais ça m'intéresse. Et puis ils ont parti avec un truc, mais au lieu de dire c'est Murray qui vous avait donné ça, il a présenté comme si c'était une énorme bêtise. Chaque fois que je faisais nulle part ailleurs, il me présentait. C'est ce monsieur-là qui vous avait donné le top 50, comme si c'était une énorme bêtise. Ouais, c'est la vérité. Alors, Ouais. La vérité, c'est que vous êtes de retour sur scène. Donc, je rappelle, il y a les 16 et le 17 au Trianon, le 19 au Bataclan. Il y a ensuite Roubaix le 7 décembre et Versailles le 9 décembre. Et peut-être d'autres dates, parce que vous êtes... Ah ouais, il y a l'année prochaine, il y a pas mal de dates. Bah, mais écoutez, enfin, vous avez tellement de choses à dire. Vous reviendrez dans les clés d'une vie pour la Ok. prochaine tournée, d'accord? c'est un deal, très bien, formidable. Merci beaucoup, Merci, Murray. Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.